Est-ce qu'ils ciblent directement leurs dirigeants? Tout à fait. Et c'est là, et c'est ce qui est intéressant, effectivement. Et là, j'ai une lecture un petit peu différente. Moi, je pense, et nous pensons, quand on fait nos analyses, que la France est en déclin depuis au moins 1981. Vous employez le mot déclin? J'emploie foncièrement le mot déclin. Je vais illustrer avec 3 exemples. Mais l'idée, c'est pas de dire que la gauche et les socialistes ont ravagé le pays, etc. Mais 1980, l'élection de François Mitterrand. Exactement. Mais l'état d'esprit dans lequel est plongé le pays depuis 1981 leur est grandement imputable. Et je vais prendre 3 exemples. Le premier point, c'est sur les questions économiques. Sur les questions économiques, en 1981, la France avait le même PIB par habitant, donc le même niveau de création de richesse par habitant en France qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Or, aujourd'hui, on a décroché de 20% vis-à-vis des Allemands et près de 80% vis-à-vis des Américains, parce que nous avons privilégié l'assistanat au redressement productif et à la valeur travail, puisque sur le même temps, les dépenses sociales sont passées de 10% à près de 33%. On pourrait dire, mais effectivement, la France vit mieux, on vit mieux puisqu'on a plus de dépenses sociales. Mais la réalité, c'est qu'on a 9 millions de pauvres et on a un taux de pauvreté similaire aux Américains ou similaire au reste du monde occidental, voire plus important. Ensuite, sur les questions éducatives, on décline foncièrement sur les questions éducatives, puisque, et ça a été rappelé, le niveau en PISA des élèves français ne fait que régresser, parce que les socialistes, justement, ont introduit ce qu'on appelle l'égalitarisme, c'est-à-dire avec la volonté de faire 80% d'une classe d'âge ayant le baccalauréat, on a nivelé par le bas le niveau des élèves, on a abandonné les classes de niveau et on a fait en sorte que justement tout le monde puisse accéder au bac, et donc on a sacrifié l'effort et le mérite. Et puis enfin, sur les questions de sécurité, et j'en terminerai par là, les socialistes ont quand même apporté avec la politique de la ville ce qu'on appelle la culture de l'excuse, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un fait de délinquance, un fait d'insécurité, on a souvent dit dans notre pays, et les dirigeants ont souvent repris cette idée-là, c'est-à-dire ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce que justement l'État ne leur donne pas assez, et ça a alimenté continuellement, via la politique de la ville, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, 100 milliards d'euros depuis 2010 seulement sur la politique de la ville, pour des résultats en matière sécuritaire dans les territoires de la République qui sont dégradés. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Kevin Bossuet. Et surtout, c'est que le problème que je vois, moi, sur l'éducation nationale, c'est que le diagnostic n'est pas bon. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait le diagnostic sur l'éducation nationale, c'est toujours la même chose. Il manque des moyens, il manque des profs, il manque de l'argent. Or, quand on regarde les comparaisons internationales, on dépense autant, voire plus, au niveau de notre PIB, 14% par rapport à l'Allemagne en termes d'éducation, et on a plus de profs que les Allemands, alors qu'ils ont plus d'élèves. Donc la question ne se pose pas en termes de moyens, elle se pose en termes de culture et en termes de doctrine. Or, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a introduit l'égalitarisme, comme ça a été rappelé, mais également le pédagogisme qui laisse justement la liberté totale à certains enseignants de faire ce qu'ils veulent dans leur classe et de ce qu'on appelle co-construire le savoir avec les élèves. Or, on se plaint souvent, et à raison, que le niveau baisse. Comment les élèves d'aujourd'hui peuvent co-construire un savoir alors même qu'ils ont du mal à écrire, à compter et à lire. Donc c'est une véritable révolution culturelle qu'il faut à l'éducation nationale. Ce n'est pas une question de moyens. Et ce sera votre dernier mot ce soir, Mathieu Hoc. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Mickaël. Secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Merci également. Revue entre Emmanuel Macron et Bernard Cazeneuve prévue demain matin. Mathieu Hoc, faut-il, selon vous, y voir un signe ? Oui, c'est en effet un signe, c'est comme l'a rappelé Thomas, c'est-à-dire qu'on est face là aux premiers échanges officiels entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Or, ce qu'il faut rappeler aujourd'hui pour les téléspectateurs, c'est que Bernard Cazeneuve, pourquoi on en parle ? C'est parce qu'en fait, arithmétiquement, c'est l'une des seules personnes qui peut permettre de cocher 2 cases qui sont nécessaires pour le président de la République, parce que quand vous regardez le choix du Premier ministre, il faut faire aujourd'hui tout l'inverse de ce qu'a fait le Nouveau Front Populaire jusqu'à présent. Eux ne comptaient que les députés qui étaient favorables à leur politique, 193. Or, ce qu'il faut faire aujourd'hui, au compte tenu de la situation d'ingouvernabilité de l'Assemblée nationale, c'est décompter le nombre de députés qui ne voteraient pas une motion de censure. Or, le profil de Bernard Cazeneuve pourrait effectivement neutraliser le vote d'une censure par les socialistes, donc c'est 60 députés, parce que c'est le dernier Premier ministre socialiste et qu'on voit mal des personnalités comme Olivier Faure, etc., qui ont émergé pendant le quinquennat de François Hollande, voter contre le dernier Premier ministre socialiste. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et puis, il permettrait aussi de neutraliser le vote d'une censure par les Républicains, puisqu'il est, on va dire, l'un des derniers tenants de cette gauche régalienne, puisqu'il a géré les attentats de 2015, mais également parce qu'il a une ligne sur la laïcité qui est plus claire que le reste de la gauche. Et donc, c'est pour cela que vous arrivez aujourd'hui à ce profil-là. C'est peut-être pas le seul profil qui peut incarner cela, mais en tout cas, c'est l'un des derniers profils qui reste pour Emmanuel Macron pour pouvoir réellement nommer un Premier ministre qui puisse tenir plus de 15 jours.
Alice Cordier, Bernard Cazeneuve, il a aussi, et c'est ce que nous disait Thomas. Je crois que vous souhaitiez réagir. Oui, très rapidement, par rapport au titre de votre sujet, une paix encore impossible, Israël-Hamas. La réalité aujourd'hui, c'est que Israël, pour ses détracteurs, est victime d'un 2 poids 2 mesures. Pourquoi ? Parce que lorsque Israël se défend légitimement contre une attaque, la pire attaque de son histoire avec les attaques du 7 octobre par une opération spéciale à Rafah, ses détracteurs lui disent « vous allez trop fort, vous commettez même un génocide, des crimes contre l'humanité, etc. » Il faut faire des opérations ciblées. Lorsque Israël a fait des opérations ciblées... d'ailleurs de ces posts qui ont été partagés en masse sur les réseaux sociaux, les yeux dirigés vers Rafah. Exactement. Et puis même avec ce qu'a dit Kevin, c'est-à-dire des gens qui associent le régime israélien au régime nazi. On l'a vu sur les réseaux sociaux à beaucoup trop de trop nombreux égards. Et puis en fait, ils disent il faut faire des opérations spéciales. Mais lorsqu'Israël fait des opérations spéciales, comme elle l'a fait cet été en allant attaquer le leader du Hamas ou le leader du Hezbollah, on dit Israël régionalise le conflit et veut embarquer le monde occidental dans un conflit plus ouvert. Donc Israël ne fait l'objet par ses détracteurs d'un 2 poids 2 mesures qui est tout bonnement insupportable et qui rend justement la paix difficilement possible. Retour en France dans un instant. Pour 72% des Français, la France est en déclin. C'est le résultat aujourd'hui d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. On en parle.